Salut à Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Grosse vidéo. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses sur lesquelles revenir. Qui l'eût cru, hein, la saison n'a toujours pas démarré, on est encore en septembre. Même si finalement ça se rapproche, hein, on n'est plus qu'à quelques semaines du training camp. Et d'ailleurs, on a des infos là-dessus, donc on va en parler. Mais avant ça, on va revenir sur plein de petites infos, plein de petits trucs qui se sont passés ces dernières semaines. Et notamment faire le bilan des représentants des Bulls à la Coupe du Monde. Parce que elle n'est pas finie, hein. On va désormais attendre les demi-finales vendredi, mais il n'y a plus de représentants des Bulls, donc on va faire un bilan de ceux qui étaient là. Et il faut évidemment parler de la belle histoire et tirer un grand coup de chapeau à Carlik Jones Jr. et le Soudan du Sud, parce que leur parcours a été dingue. Euh, pour donner les stats de Carlik Jones, qui était donc meneur titulaire avec cette sélection, il a tourné à 20,4 points, à 48,1% au shoot, 41,7% à 3 points, 78,3% au lancer franc, 4,8 rebonds, 10,4 passes décisives, meilleur passeur du tournoi, 1,2 interceptions. Il a fait un match à 15 passes décisives, ce qui est le plus gros total sur ce tournoi jusqu'ici. Peut-être que ce sera battu en demi ou en finale, mais à l'heure actuelle, c'est le record sur ce tournoi. 3 double-double, points, passes décisives, une énorme confiance, beaucoup de responsabilités. Il a été vraiment au cœur du jeu de cette équipe, beaucoup de facilité à la création, pas la moindre peur au moment de prendre des gros shoots. Dès le premier match face, je crois que c'était contre Porto Rico, où il met un gros panier à 3 points pour égaliser à 81-81 dans les dernières secondes. Ensuite, ça va en prolongation, même s'ils finissent par le perdre. Mais au final, il claque 35 points sur ce match-là. J'ai pas vérifié si c'est un record pour un premier match pour un joueur dans une Coupe du Monde, mais il doit pas en être loin quand même. Euh, il a même frôlé le premier triple-double de l'histoire des Coupes du Monde FIBA, parce qu'il a fini avec 17 points, 9 rebonds et 14 passes décisives contre les Philippines au deuxième tour. Et ça aurait été donc le tout premier triple-double de l'histoire d'une Coupe du Monde. Et le pire, c'est qu'il a failli l'avoir à la toute fin de match. Il y a un shoot adverse et il est là pour choper le rebond et c'est un de ses coéquipiers qui attrape le ballon juste devant lui et donc qui le prive du triple-double. Et c'était curieux slash drôle parce que ça a rappelé cet épisode il y a quelques années aux Bulls avec Dwayne Wade, à qui il manquait pareil un rebond pour réaliser un triple-double face aux Cavs. Et il a l'opportunité de le prendre, le rebond arrive sur lui et il y a Cristiano Felicio qui arrive de nulle part pour choper le rebond et Dwayne Wade qui le regarde genre qu'est-ce que tu fais là connard quoi, tu vois. Et ça a fait penser à cette séquence et c'était assez drôle. Mais enfin bref, Carlik Jones Jr. monstrueux, il a été excellent tout au long de ce tournoi pour le Soudan du Sud. Il a joué avec la même confiance qu'il a affiché toute la saison dernière avec les Windy City Bulls, où, il faut quand même le rappeler, il a été élu MVP de la G-League, donc c'est quand même pas rien. Et justement, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question sur Twitter, donc je vais en parler ici. Euh, Est-ce que ça peut lui permettre d'avoir un rôle supérieur aux Bulls? Honnêtement, je pense pas. Il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles. Déjà, il y a son déficit de taille. Euh, qui lui pose un problème en défense, sachant que, et on va revenir sur ça un peu plus tard dans la vidéo quand on va parler d'autres trucs, euh, les Bulls articulent leur équipe sur le fait qu'il y ait des défenseurs capables de cacher les faiblesses défensives de Vooch, Zach et Demar. Donc, Kerry Jones Jr. ne fait pas vraiment partie de ce projet-là, parce que il est trop limité à ce niveau-là. Et puis, au niveau de sa taille, beaucoup c'est très compliqué vu qu'on est une équipe où on veut avoir beaucoup de switch avec des joueurs d'envergure capables de défendre plusieurs postes. Kerry Jones, c'est pas ça. On sait qu'au Bulls, il n'aura jamais le même rôle et les mêmes responsabilités que quand il est titulaire à la main avec les Windy City Bulls ou avec le Soudan du Sud. Euh, et puis on sait aussi que Billy Donovan limite ses rotations à 9-10 joueurs grand max. Et clairement, Kerry Jones Jr. Ne fera pas partie des 10. Quoi. À qui il va prendre des minutes? à, Je vois vraiment pas Billy Donovan pousser Ayo ou Kobe ou Javon Carter. On est un effectif avec énormément d'arrière. Je vois pas lequel serait sacrifié pour que Kerry Jones Jr. ait des minutes. Non, honnêtement, j'y crois absolument pas.
Il y a beaucoup trop de monde devant lui pour qu'il ait vraiment sa chance de manière régulière. Donc, à part dans des blowouts où on va mener ou perdre de 25-30 points à 2 minutes de la fin, ou alors une avalanche de blessures, ce qu'on va évidemment ne pas souhaiter. Mais en tout cas, ça reste très intéressant de l'avoir vu dans cette Coupe du Monde, de voir à quel niveau il est capable d'évoluer. Et ça reste bah, voilà, un asset intéressant pour les Bulls, même s'il aura assez peu de temps de jeu. Et puis, quelle histoire pour le Soudan du Sud, c'est extraordinaire. C'est la première fois que ce pays participe à une Coupe du Monde. Euh, ils vont jusqu'à la deuxième phase de poule. Ils gagnent 3 matchs sur 5. Et au deuxième tour, ils battent l'Angola sur le dernier match pour obtenir la qualification aux Jeux Olympiques. Donc il y aura le Soudan du Sud à Paris l'été prochain pour les JO. C'est les premiers athlètes du Soudan du Sud à participer à des Jeux Olympiques, quel que soit le sport. Alors c'est sûr que c'est pas un pays euh, extrêmement âgé. De mémoire, c'est en 2014 ou 2015 que le Soudan s'est divisé en deux parties et qu'il y a une partie qui est devenue le Soudan du Sud. Donc voilà, c'est pas non plus. Mais en tout cas, voilà, ce seront les premiers athlètes de ce pays à participer aux Jeux Olympiques. Et c'est quand même une histoire assez incroyable, qui est le fruit de l'énorme travail d'un certain Luol Deng, légende des Bulls s'il en est, et qui depuis sa retraite des parquets en 2019, je crois, est devenu président de la fédération de basket dans le Soudan du Sud et a monté cette équipe de A à Z. Et il a fait venir l'ancien joueur NBA Royal Ivy en tant que head coach, qui lui-même est assistant coach Houston Rockets le reste du temps. Luol Deng fait partie du staff technique, il est assistant coach et il est là, il a été capable de... il est tellement impliqué, il est tellement à fond dedans, il a été capable de transmettre au groupe son état d'esprit de compétiteur, sa fierté de représenter le pays, faire en sorte voilà, que on parle en bien du Soudan du Sud, parce que la plupart du temps, les rafos où tu entends parler de ce pays, c'est parce qu'il y a des guerres là-bas. Donc voilà, là, ça fait un peu une histoire positive à raconter sur le Soudan du Sud, et donc c'était vraiment un kiff, parce qu'en plus, ils ont vraiment joué de manière super intéressante. C'était pas l'équipe la plus flashy du tournoi, mais par rapport à ce qu'on attendait d'eux au départ, ils ont euh, su- pas surperformé, mais en tout cas, ils ont été au-delà de ce qu'on espérait de leur part. Et donc, ils ont mérité cette qualification au JO. Donc, grand coup de chapeau au Soudan du Sud, à Luol Deng, à Carly Jones Jr., parce que c'est vraiment top. Le seul autre représentant des Bulls dans cette Coupe du Monde, c'était Nikola Vucevic, qui n'avait pas joué avec la sélection du Monténégro depuis 4 ans. Et donc là, il est revenu avec cette sélection. On l'a vu signer. Alors je vais donner les stats et après on fait un peu plus le bilan. Il a tourné à 19,8 points, 52,7% au tir, 40% à 3 points, 94,4% au lancer franc, où il a fini à 17 sur 18. Et c'est le deuxième meilleur pourcentage au lancer franc du tournoi. 8,8 rebonds, dont 2,6 offensifs, 1,2 passes, 1,4 interceptions, 1,6 contre. Euh, on l'a beaucoup vu en post-up, énormément de post-up, où on a pu voir son excellent footwork, son toucher près du cercle, du Vooch dans le texte, mais qui rappelait plus le Vucevic de la période Orlando, où il était beaucoup plus utilisé près du cercle et beaucoup moins derrière la ligne à 3 points, ou même tête de raquette pour jouer des pick and pop ou des pick and roll. Donc un rôle assez différent de ce qu'on peut le voir faire avec les Bulls, où tu le vois beaucoup parfois derrière la ligne à 3 points, etc. Et on se souvient que quand Vucevic a prolongé son contrat au début de l'été, il y a eu des infos comme quoi il a discuté avec Arturas Karnišovas, avec Billy Donovan, de son rôle dans l'attaque dans les années à venir avec les Bulls. Donc ça peut être éventuellement une piste à, à voir, parce qu'on sait il va falloir modifier certaines choses. Et le rôle de Vucevic sera une de ces choses à modifier un petit peu. On l'a vu beaucoup moins passeur, pas parce qu'il n'avait pas envie de faire des passes, ça reste un bon passeur, mais comme c'est la menace principale offensive du Monténégro, quand il avait le ballon en post-up, il cherchait beaucoup plus à, aller mettre les points près du cercle que ressortir les ballons et distribuer le jeu. Donc à voir si c'est quelque chose qu'on pourra observer avec les Bulls une fois que la saison reprendra. Pour ce qui est des résultats collectifs, le Monténégro est sorti de la phase de poule pour aller au deuxième tour. Ce qui est. Bon, après, dans cette deuxième poule, ils étaient face aux USA et la Lituanie notamment. Donc ils ont fini troisième de cette poule derrière ces deux équipes-là.
Donc le parcours s'est arrêté là pour eux, mais ça reste quand même un parcours assez honorable pour cette sélection dont on n'attendait pas à ce qu'ils aillent en demi ou ce qu'ils aillent chercher une médaille. Donc ça reste un parcours assez correct. On a aussi pu observer Marco Simonovic, l'ancien Bulls, mais bon, c'est pas vraiment la peine de revenir sur ça. Euh, mais bref, voilà deux joueurs qui ont profité de cette Coupe du Monde pour vraiment montrer de bonnes choses, qui ont vraiment performé de belles manières. Et si un des deux, voire les deux, mais ça va être plus compliqué parce que Kerry Jones Jr., on l'a dit, ne devrait pas avoir beaucoup d'opportunités, mais euh, s'il y en a un des deux à qui ça peut servir, comme ça a servi à Lauri Markkanen l'an dernier quand il a participé à l'Eurobasket et derrière il a fait une saison de feu avec Utah, ma foi, on est preneur, hein, on va pas faire la tronche. Donc voilà pour cette Coupe du Monde. On va ensuite enchaîner avec sur les actus, les petites histoires qui se sont déroulées ces dernières semaines. Au départ, je voulais pas vraiment en parler, mais enfin si, il faut quand même parler de ça parce qu'il y a quand même quelque chose en fond qu'il faut retenir. C'est l'histoire, la guéguerre entre Lonzo Ball et Stephen A. Smith. Alors ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime Stephen A. Smith, c'est-à-dire pas du tout. Je suis absolument pas fan de ces mecs qui passent leur temps à hurler pour dire c'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui gueule le plus fort. Donc voilà. Mais en gros, il y a eu euh, à la base un podcast de Trae Young. Alors je savais même pas du tout que Trae Young faisait des podcasts, mais enfin apparemment de plus en plus de joueurs NBA en font, ma foi pourquoi pas. Et Lonzo Ball était invité et dans la discussion, donc il a dit qu'il a confirmé qu'il n'allait pas rejouer cette saison suite à ses opérations au genou, mais que ça se présentait bien et qu'il y avait quand même un certain optimisme pour que par la suite il soit capable de revenir. Donc pour la saison 2024-25, en tout cas, il travaille sur ça. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de rechute, tout va bien. Il est même relativement en avance sur son programme de rééducation, il a aucun souci. Et 2 jours plus tard, d'un coup, comme ça, dans une de ses émissions sur une chaîne US, Stephen A. Smith raconte comme quoi Lonzo Ball a toujours autant de difficultés avec son genou gauche et qu'il aurait même du mal à se lever de sa chaise. Ce à quoi Lonzo Ball a répondu en faisant une vidéo qu'il a publiée sur ses comptes Twitter et Instagram, où tu le vois assis sur une chaise, en train de se lever en s'appuyant uniquement sur son genou gauche pour dire, tu vois, regarde, j'arrive à me lever, donc qu'est-ce que tu racontes? Quelles sont tes sources? Qu'est-ce que tu racontes comme conneries? Voilà, pour répondre avec humour à l'attaque de Stephen A. Smith. Sauf que l'autre, il s'est senti attaqué. Fait, comment oses-tu dire que ce que je dis c'est de la merde? Donc le lendemain, dans son émission, il a dit ça veut absolument pas dire que tu es en forme, ce que tu fais, c'est pas parce que tu t'arrives à te lever en t'appuyant seulement sur ton genou gauche que tout de suite ça va mieux. Et en disant, tu veux me demander quelles sont mes sources? Bah, mes sources, c'est tes médecins, donc tu ferais bien de faire attention. Genre menaçant et tout, en gueulant, parce qu'évidemment il sait faire que ça, ce pauvre type, juste gueuler. Euh, c'est quand même très grave parce que bah, les médecins ils sont tenus au secret médical, ils disent pas aux autres gens ouais voilà ça se passe pas bien etc quoi. Donc c'est juste que Stephen A. Smith il a pas supporté qu'on lui ferme son clapet, donc il a juste hurlé encore plus fort comme tous les connards font en fait. Donc quand tu leur prouves qu'ils ont tort, ils gueulent juste plus fort pour pas admettre qu'ils ont tort, donc voilà. Mais l'important à retenir de tout ça, ça reste que Lonzo Ball donc a donné des news rassurantes concernant l'état de son genou et s'est montré vraiment très positif. Plein de fois, on a dit c'est quand même terrible pour lui ce qui lui arrive, ce qui est vrai. Mais tu le sens quand même pas, pas affecté, mais vraiment dans un bon état d'esprit, dans un bon mood pour se dire ça va, je vais revenir, j'ai totale confiance dans le fait que je retrouverai les parquets NBA. Donc voilà, il prépare son retour pour la saison 2024-25, sachant pertinemment qu'on ne le verra pas cette saison. Mais voilà, ça a l'air de bien se passer, donc on peut que croiser les doigts, faire en sorte que Lonzo soit capable de rejouer au basket du mieux possible. Chez nous, ce serait cool aussi, tellement on sait ce qu'il peut nous apporter s'il est en forme. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ça se passe le mieux possible pour lui. Dans les autres news, ça commence à dater un petit peu parce que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait de vidéo, mais euh, courant août, il y a eu le Bulls Fest, la deuxième édition de ce festival à Chicago pour les fans, où voilà, les fans des Bulls pouvaient participer à différentes activités. Il y avait des concours de dunk, des concours à 3 points, des tournois de 3 contre 3, etc. Il y avait la possibilité de faire les photos avec les 6 trophées. Il y avait plusieurs anciens joueurs des Bulls qui étaient là pour aussi faire des photos, participer
à, à des mini-camps d'entraînement pour les gamins, etc. Il y avait notamment Randy Brown, Horace Grant, Will Perdue, Nate Robinson, Eddie Curry, plus aussi euh, Julian Phillips, Torrey Craig et Javon Carter qui étaient là aussi. Et il y a eu aussi quelques interviews par des radios locales, notamment de Mark Eversley. Et donc, ça a donné l'occasion de faire un petit peu le point avec notre general manager sur les moves de l'été, etc. Euh, et il a réitéré ce que lui et Arthur Ascanich ont dit plusieurs fois, c'est la volonté d'entourer Vooch, Demar et Lavine de joueurs capables de les compléter et de les cacher en défense. Et donc Torrey Craig et Javon Carter font totalement sens à ce niveau-là, parce que ce sont des gars qui sont des chiens défensivement, capables de presser full court, capables de couvrir, de faire des close-outs, mais aussi si tu les laisses seuls à 3 points, ils vont te punir, et donc c'est un petit peu ce qui était recherché, notamment Javon Carter qui est excellent en pull-up. Euh, mais voilà, c'était leur objectif pour améliorer le shooting de cette équipe, même si évidemment ils n'ont pas fait que ça. On rappelle qu'ils ont signé un shooting coach qu'ils ont fait venir de Dallas, qui est un natif de Chicago d'ailleurs. Euh, et il y a eu d'autres questions aussi, notamment sur la possibilité d'offrir une prolongation de contrat à DeMar DeRozan, parce qu'il va attaquer sa dernière saison, sachant que Patrick Williams, Vucevic a prolongé de 3 ans, Kobe a prolongé de 3 ans, Ayo a prolongé de 3 ans, Zach a encore 3 ans, 4 ans même. Euh, donc le reste du groupe principal est là pour long terme. Caruso a encore une saison aussi. Donc on a demandé à Eversley où ça en était pour Demar. Alors même s'il n'a pas... Enfin, en tout cas, il n'a pas dit là ça va se faire, mais en tout cas, il a quand même bien laissé entendre que ça discutait dans ce sens-là et qu'une prolongation pour Demar DeRozan n'était pas à exclure, loin de là. Il a rappelé que c'était un coéquipier ultime qui prenait les jeunes sous ses ailes. On a vu encore cet été où il a emmené Patrick Williams et Dalen Terry avec lui, avec ses entraînements à 5h du matin à Los Angeles. Donc, et justement, il y a eu aussi Patrick Williams qui était évoqué, parce que forcément, il faut parler de Patrick Williams. Et il a bien martelé que c'était clairement une année très importante, voire primordiale pour Patrick Williams. Parce que bon, évidemment, c'est la dernière année de son contrat rookie aussi. Il est impératif qu'il trouve son rôle dans cette équipe, qui soit vraiment un joueur complémentaire à Demar, à Zach, à Butch, comme les autres, et qui soit plus régulier que les quelques flashs qu'on a vus par-ci par-là, parce que comme il l'a rappelé, on a vu de bonnes choses de Patrick Williams, mais c'est 2-3 gestes par-ci, 2-3 trucs par-là, mais le match d'après, et puis voilà, c'est un joueur qui a aligné beaucoup plus de matchs à 1 ou 2 rebonds que de matchs à 9, 10, 11 rebonds, quoi. Donc voilà, ça aussi c'est compliqué. Et il a dit, ça passe par une certaine mentalité hors des parquets. Donc je pense que c'est un petit message glissé pour dire, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes à ce niveau-là, mon coco, parce que voilà, c'est pas irréprochable, c'est pas top. Donc voilà, quelque chose peut-être à modifier à ce niveau-là pour que enfin, comme on l'espère depuis sa draft en fait, Patrick Williams franchisse véritablement ce palier qui te fasse dire, bah voilà, là on a bien fait de le choisir en pick 4 à la draft, et il est vraiment le gars qu'on espérait, quoi. Euh, pour les autres petites news, donc voilà, on va désormais s'approcher du training camp, hein. On est à moins d'un mois maintenant désormais de la reprise des entraînements, donc tu vois quand même déjà quelques petites vidéos à droite à gauche sur Instagram notamment, de quelques joueurs qui sont déjà sur place, où tu les vois faire des shoots, s'entraîner, comme Honoralp B-Team qui est arrivé il y a quelques jours. Torrey Craig aussi, Javon Carter qui sont là aussi, qui s'entraînent à l'Advocate Center, Julian Phillips aussi. Et puis les Bulls ont annoncé hier soir, ça tombe bien, donc super timing pour la vidéo, que le Media Day allait se tenir le lundi 2 octobre, et donc à l'Advocate Center à Chicago, dans le centre d'entraînement à côté du United Center. Et le lendemain, le training camp allait débuter, mais exceptionnellement, ils vont passer plusieurs jours loin de Chicago. Ils seront sur le campus de l'université de Belmont à Nashville, dans le Tennessee, jusqu'au 7 octobre, donc du 3 au 7 octobre. Et ensuite, le 8 octobre, il y a le premier match de la pré-saison qui sera sur le parquet des Bucks de Milwaukee. Et ensuite, ils termineront le training camp à l'Advocate Center comme ils font habituellement. Alors pourquoi
délocalisé à Nashville pour quelques jours? Aucune idée. Est-ce qu'il y a peut-être des travaux de prévus à l'Advocate Center? Je ne sais pas. Est-ce que c'est fait exprès pour que les gars soient tous ensemble en voyage pour ben voilà, aider à la cohésion de groupe? Je sais pas vraiment. Il y a pas, on n'a pas de détails sur ça. On nous a juste dit, voilà, ils seront à Nashville pendant les premiers jours du training camp pour s'entraîner ensemble. Donc on verra bien. Peut-être qu'on aura plus de détails plus tard, mais en tout cas, voilà, le programme est prévu de cette manière-là pour l'instant. Autre news, alors celle-ci par contre, elle fait chier. On a un nouveau Benny, parce que donc le personnage qui était dans le costume de Benny the Bull depuis 2016 a pris sa retraite. Et donc on a désormais quelqu'un d'autre dans la mascotte, dans le costume, pour incarner Benny the Bull. Et c'était déjà cette personne-là qui était dans le costume lors du Bulls Fest. Donc maintenant, voilà, c'est toujours un peu bizarre quand tu as ce genre d'infos, parce que le Benny précédent était déjà excellent. Celui qui était là depuis 2016 était top aussi. Donc tu te dis, voilà, il y a quand même un sacré challenge à relever pour celui qui arrive, pour ne serait-ce que maintenir ce que Benny était capable de faire ces dernières années, parce que c'est quand même pas vraiment de manière chauvine ou quoi, mais c'est la meilleure mascotte de la ligue, clairement, tout le monde le dit, hein, c'est pas, voilà. Et d'ailleurs, la personne qui va désormais enfiler ce costume arrive d'une autre équipe NBA. Il était déjà la mascotte dans une autre équipe NBA, donc déjà une certaine expérience, un certain vécu, même si toutes les mascottes ne font pas les mêmes choses. Mais voilà, on va observer ce nouveau Benny. Est-ce qu'il sera aussi marrant, divertissant et juste génial que les autres, que ses prédécesseurs? Ce sera un gros challenge pour lui. Mais bref, voilà, c'était. Bon, on va finir sur cette petite news un peu tristoun, mais voilà. Euh, Bref, voilà, on est à en gros 4 semaines maintenant du début de la reprise des entraînements. Euh, on va vivre ça tous ensemble avec les vidéos sur la chaîne YouTube, sur Instagram, sur le site, avec des articles, des vidéos pour faire les previews de la saison également. Donc voilà, ce sera posté un petit peu partout. Sur Twitter aussi, parce que non. Moi, personnellement, il est hors de question que je vende mon compte. Voilà. Mettre une petite pique sur la fin, mais voilà, ça mange pas de pain. Bref, voilà, on va suivre évidemment toutes les infos qui vont arriver dans les prochaines semaines, et puis on va se tenir prêt pour le training camp. Et voilà, d'ici là, tout simplement, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt sur Twitter, parce que non, je ne vendrai pas le compte, et sur Insta, sur YouTube, sur le site. Donc voilà, profitez bien de la rentrée, et on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.